Salut les amis, c'est Orpheus, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo spéciale Sentia Show épisode 1, à l'occasion de sa sortie ce 10 décembre sur nos petits écrans. Et également dans le but d'éclaircir certaines zones nébuleuses que j'ai pu découvrir en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux et sur YouTube entre autres, et également pour expliquer certaines incohérences comprises par certaines personnes qui au final ne sont pas des incohérences du tout. Alors avant de commencer, donc, je précise que j'ai les 11 tomes en français, que je les ai tous lus fatalement, et que je suis dans la vie de tous les jours aussi souvent amené à visionner des films et des séries, et que je travaille également dans le monde de la vidéo, donc fatalement je suis assez souvent confronté à de la critique positive, négative et objective donc sur ce milieu. Et donc voilà, ici on va vraiment faire quelque chose d'objectif et c'est pas du tout le but de remettre en cause la vie, on va dire globale de tout un chacun, vu qu'on est quand même tous libres de penser ce qu'on veut, on est dans un monde libre. Bien, alors on va commencer tout de suite par l'intro de cet animé. Alors l'intro de cet animé donc débute sur une mise en place des deux personnages principaux, donc on voit Kyoko et Shoko, donc Kyoko qui est la grande sœur et Kyoko qui est la jeune fille aux cheveux rosés, qui sont donc dans un endroit qui ressemble à une genre de plaine avec des arbres, hein, que sais-je, et donc dans laquelle on voit apparaître une vieille dame, donc habillée un peu comme une sorcière et qui présente une pomme. Alors beaucoup de gens ont dit c'est quoi cette mise en place, cette personne, on dirait la sorcière de Blanche-Neige. Faut savoir que en fait l'intro de ce premier épisode en fait est la sortie du tome 1. Donc cet épisode reprend presque l'intégralité du tome 1 qui a été créé. Donc en fait le tome 1 ne commence pas du tout de cette manière. Donc ici je vais vous présenter donc des visuels à chaque fois pour vous expliquer un petit peu ce que je vous raconte. Et donc vous pouvez voir ici que donc dans le tome 1 en fait l'intro ne commence pas du tout comme ça. Elle commence donc avec simplement Shoko qui court seule dans un endroit très sombre, qui appelle à l'aide et qui au final va juste être secouru par Milo du Scorpion, et il s'ensuit que elle va être éblouie et qu'en fait elle va se réveiller et qu'elle va se dire que c'est encore une énième fois le même rêve qu'elle réalise. Voilà. Ici dans l'animé, ils sont partis sur le principe que ils vont présenter tout de suite les deux sœurs, et on voit tout de suite donc Kyoko et Shoko avec justement l'intervention de Milo face à cette personne âgée qui ressemble à une sorcière, qui présente cette pomme rouge dans laquelle un serpent vient à les attaquer. Il faut savoir que dans le manga, Milo explique déjà à Shoko qu'elle a une destinée. On ne sait pas plus, mais il explique que voilà, il y a déjà une destinée qui lui est dictée, et donc tout simplement. Donc ici, l'animé en fait c'est la sortie du livre, c'est l'outro du livre, dans lequel on revoit exactement le même plan. Donc ici, vous pouvez voir les visuels donc de cette outro, donc qui est à la sortie du bouquin. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans l'animé, on y voit quoi? On y voit que donc Shoko ensuite se trouve chez elle avec son père. Shoko sait que sa sœur est partie, donc il y a 5 années qui sont écoulées entre quand on voit l'intro avec les filles petites qui ont à peu près entre 7 et 9 ans. Là, on voit qu'elles sont un peu plus âgées. Donc il y a 5 ans en fait qui sont déroulés entre le rêve dans le livre, ou ici la mise en place qui est faite, et le moment où on voit Shoko dans sa famille avec son père. Donc dans le bouquin c'est exactement la même chose, elle s'entraîne dans le dojo, jusque là il n'y a pas de souci. Donc il n'y a aucune différence dans l'animé par rapport donc au manga, tout se suit. Dans le manga, elle sait que sa sœur est partie vers la fondation Grade pour suivre une formation, elle le sait. Dans l'animé, c'est moins explicite, on sait qu'elle est partie, mais c'est un petit peu moins explicite, d'accord. Ensuite, donc dans l'animé comme dans le manga, Shoko se dirige vers son lycée, vers son école. Là, on y voit donc Saori qui arrive.
Faut savoir que dans l'animé, c'est pareil, Saori arrive, mais à la différence que Shoko essaye quand même de prendre contact avec elle, et là on découvre déjà un personnage qui est Mi du dauphin. Or dans l'animé, c'est pas vraiment comme ça que c'est présenté. On voit que Saori Kido arrive, on n'en sait pas plus. D'ailleurs, juste avant cette scène du lycée, dans l'animé, on y voit aussi un petit clin d'œil avec la construction du Colisée. Je vais y revenir plus tard. Mais vous allez voir que ça a une importance aussi dans le manga et ça explique pas mal de choses. Donc, je reviens donc au moment du lycée. Donc elles sont au lycée, tout se passe bien. Saori Kido arrive, ok, on en parle un petit peu. On dit que c'est quelqu'un qui est très connu, c'est une célébrité, etc. Puis s'en vient donc le moment où elle se retrouve dans le jardin, où là, eh bien, il se déroule la première attaque. Donc il faut savoir que l'attaque donc, est perpétrée par une dryade, donc c'est un des personnages maléfiques que l'on rencontre dans le manga. Et au niveau de l'animé, c'est retranscrit de la même manière, les élèves s'endorment, etc. Et la dryade apparaît pour venir donc attaquer Shoko. Dans l'animé, comme dans le manga, arrive Kyoko, revêtue de son armure du petit cheval, donc c'est pas l'armure de Pégase, c'est l'armure du petit cheval. Les deux sœurs se retrouvent, dans le manga c'est exactement pareil, sauf que l'animé lui s'arrête donc à cette scène de combat entre les deux et ne va pas plus loin, d'accord. Dans la foulée, lorsque Kyoko abat, donc terrasse son ennemi, on voit Saori Kido qui arrive avec Mi du dauphin en uniforme. Dans le manga, c'est pas du tout comme ça. Dans le manga, en fait, le combat il est beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup plus grand, il est beaucoup plus long. Et en réalité, c'est Mi du dauphin qui terrasse la dryade. C'est elle qui vient la terrasser. Et d'ailleurs, au moment où elle la terrasse, la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elles apparaissent ici et qu'elle avait manqué de vigilance. Vous pouvez le voir sur le visuel. Et là, on retrouve en fait donc Kyoko et Mi revêtus de leurs armures, et puis seulement arrive Saori Kido en tant qu'Athéna. Alors, de là s'ensuit donc quelques petites explications sur les Sentia, ne comprend pas trop, on lui explique un petit peu dans l'animé donc que Athéna est la tête des chevaliers, et que voilà, il y a des Sentia qui existent, qui sont là pour servir donc Athéna. Alors, jusque-là, l'explication est plus ou moins... Enfin, elle est cohérente par rapport au livre. Par contre, ce qu'on explique dans le manga, donc, c'est un peu le principe donc, des Sentia et le pourquoi ne portent pas de masque. Parce que j'ai lu pas mal de commentaires là-dessus où beaucoup de gens disaient c'est n'importe quoi, les filles dans les Chevaliers Zodiac en Senseiya, elles ont des masques. Eh bien non. Pourquoi ? Tout simplement parce que on explique donc au moment où elles se retrouvent toutes dans la demeure de Saori Kido, donc elles vont toutes les trois là-bas, toutes les quatre pardon, là-bas. C'est à ce moment-là qu'on explique que en fait, en réalité, la chevalerie était réservée aux hommes, donc vous pouvez le voir sur le visuel, donc la chevalerie était réservée aux hommes, et que pour pouvoir prétendre à la chevalerie, les femmes devaient faire abstraction de leur féminité, et donc devaient porter un masque pour justement donc, renoncer à leur féminité. Or, les Sentia, ce sont les suivantes d'Athéna, et il est expliqué que en fait, les suivantes d'Athéna sont des jeunes filles parfaites à l'esprit riche et au corps pur, et elles seules peuvent seulement devenir et prétendre devenir des Sentia auprès d'Athéna. Et c'est pourquoi elles ne portent pas de masque. Donc en fait, ce sont des chevalières, mais qui n'ont pas le rôle de chevalier ou de chevalière comme les autres, à exercer des missions. C'est pas le but. Leur rôle à elles, ce sont de s'occuper d'Athéna, de subvenir à ses besoins. Mais elles portent et elles ont un titre de chevalier, d'accord. Donc elles ont une armure, elles ont toute leur armure. Il y a le petit cheval. Vous verrez qu'il y a donc Mi du dauphin, il y a Cassiopée, il y aura également la petite ours.
Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs personnages qui apparaissent et aussi l'aurore boréale. Donc vous allez voir que ces cinq armures, ces 5 constellations sont en fait l'équivalent des 5 chevaliers de bronze que formaient Seyar et ses comparses dans les autres épisodes. Donc voilà, ce petit groupe de Sentia sont les suivantes, c'est simplement ça, sont les suivantes d'Athéna, et elles ont une armure qu'elles ont méritée, pour lesquelles elles sont entraînées, et qui sont exemptes donc de masques parce qu'en fait elles sont différentes au niveau de leur esprit et de leur corps par rapport aux autres femmes chevalières, et donc elles ont pu prétendre à devenir Sentia. Donc elles sont exemptes de port de masque. Donc voilà la raison pour laquelle elles n'ont pas de masque. Alors ça c'est un problème dans l'animé parce qu'on n'en parle pas. Et c'est là que beaucoup de gens se disent mais il y a une incohérence dans Saint Seiya, les filles ont un masque, et bien voilà pourquoi elles n'ont pas de masque. Donc déjà, hop, là tout de suite, je vous expliquer la raison de cette incohérence relevée par certaines personnes. Alors, on peut voir également dans l'animé, au moment quand elles sont dans la demeure, que Saori voit l'armure d'or du Sagittaire. Alors là aussi, j'ai lu beaucoup d'incohérences, de gens qui disaient qu'il y avait beaucoup d'incohérences par rapport au fait que Athéna connaissait son statut. Alors, il n'y a pas d'incohérence du tout. Pourquoi ? Parce que dans le livre, comme vous pouvez le voir sur les visuels ici, dans le livre, elle décide, donc elle parle avec Mi dans sa voiture avant d'arriver au lycée. Et donc ça se passe juste après le fait que on parle du Colisée. Parce que dans le bouquin, on peut voir donc le visuel, ici même, donc le visuel où elle dit, on voit le Colisée en fond, on voit les 5 chevaliers de bronze avec Seyar et les autres en grisonné, et on voit qu'elle dit que apparaître au devant de la scène en tant qu'organisatrice sans rien dire de sa situation aux autres chevaliers, est-ce que c'est pas un petit peu trop dangereux ? Parce qu'en cas d'événement imprévu, les forces vont être limitées. Donc en fait, elle sait qu'elle est Athéna. Elle le sait. Et on explique dedans qu'en fait, elle fait le choix de ne pas en parler aux autres chevaliers. Donc ce qui fait que la cohérence est là par rapport au manga original. Dans le manga original, on apprend que Saori Kido est Athéna depuis bien longtemps. On l'apprend plutôt, un peu plus tard. Mais en fait, dans l'histoire, si on rejoint les deux ensemble, eh bien Saori Kido sait depuis le départ qu'elle est Athéna. Pourquoi ? Parce que plus loin dans le bouquin, on voit une discussion entre elle et son grand-père qui lui révèle qu'elle est Athéna, qu'elle a été apportée par un chevalier d'or et que ce chevalier d'or, son esprit veille toujours sur elle. D'accord ? Et ça, on le voit quand ? On le voit au moment où elle prend part à un combat contre Athée, qui est une dryade. On reviendra sur ce personnage un peu plus tard. Mais donc, dans le livre, tout est expliqué. Donc voilà la raison pour laquelle il n'y a aucune incohérence entre Senseiya Sentia Show et le manga original. Pourquoi ? Parce que dans le manga original, Saori Kido révèle qu'elle est Athéna plus tard. Jusque-là, ok. Mais en fait, si on met tout en parallèle, dans Senseiya Sentia Show, on explique qu'elle feint de ne pas savoir qu'elle est Athéna par rapport aux autres chevaliers qui vont participer au tournoi galactique. C'est un choix personnel, donc elle connaît son statut, elle fait le choix de ne pas le révéler parce que voilà, peut-être ça risquerait d'être dangereux d'être mis au devant de la scène, donc et de le faire savoir aux autres. Donc l'incohérence pensée par beaucoup de gens sur son statut en tant qu'Athéna, en fait, il n'existe pas. Le problème, c'est que si les gens n'ont pas eu l'occasion de lire le livre et qu'on ne voit que l'animé, fatalement, oui, il y a de l'incohérence. Alors le problème, c'est que il faut savoir que dans le monde du cinéma, des séries animées ou autres, les réalisateurs ils ont des contraintes au niveau du temps, du timing sur les épisodes ou les films. On ne fait pas un film de 4 heures, on ne fait pas un épisode d'une série de 35 minutes, non, c'est très standardisé. Un épisode, ça dure en général une vingtaine de minutes, et donc du fait que ça dure une vingtaine de minutes, fatalement on ne sait pas tout retranscrire. Et c'est là que le bas blesse un petit peu par rapport au manga, c'est que le manga il est très précis, il est très complet, il explique vraiment bien tous les tenants et les aboutissants, donc ce qui fait que quand on le lit, oui c'est cohérent par rapport à l'histoire de Senseiya, on n'a pas inventé un truc complètement irrationnel. Alors que dans l'animé, comme le timing il est trop short, on ne sait pas tout expliquer. Et c'est là aussi que le bas blesse parce que voilà, dans la partie animée, donc, cette explication, normalement, a lieu
donc au niveau donc au niveau du début du manga, hein, le fait du statut d'Athéna, on l'explique au tout début. Là, on n'explique pas du tout. Et on voit dans sa demeure la Pandora box du Sagittaire, mais on n'en sait pas plus non plus. Voilà, il n'y a rien de plus explicite que ça. Donc ça, c'est le gros bémol, je trouve, par rapport entre le manga et l'animé, c'est que voilà, il y a des choses très très importantes qui n'ont pas été dites dans l'animé et qui fatalement torpillent un petit peu l'histoire. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'au final, c'est quelque chose qui est très très important. Donc après cette petite explication, donc maintenant je reviens sur l'épisode dans lequel on est donc au moment de la mise en place donc, des personnages dans la demeure de Saorikido. Donc les deux sœurs se retrouvent, discutent ensemble à l'extérieur, jusque là il n'y a pas de problème. Puis intervient donc le moment où elles se font attaquer par des dryades, et c'est là qu'on va rencontrer la dryade Athée, hein, c'est celle qui est assise sur ses ronces maléfiques, et qui en fait est une des filles de Eris, hein, qui essaie justement de faire réincarner donc sa mère Eris dans le réceptacle qui est Shoko. D'accord. Là aussi il y a un bémol dans l'animé, c'est que ce passage est raccourci. Donc dans le manga en fait il est beaucoup plus long. Athéna intervient de manière beaucoup plus poussée. Et c'est là d'ailleurs que l'on voit donc ce passage que j'expliquais juste avant avec le chevalier du Sagittaire, avec le fait que Athéna sait qu'elle est Athéna dès son plus jeune âge, quand elle est toute petite, hein, quand son grand-père lui révèle son statut. Et c'est là aussi que l'on voit donc dans le manga que l'esprit donc, du chevalier d'or qui l'a amené auprès de son grand-père veille toujours sur elle, quelles que soient les circonstances. Et donc dans le manga, Saori se bat, donc elle utilise donc sa force, son énergie, même si son énergie n'est pas encore optimale, si sa réincarnation n'est pas encore optimale, elle participe déjà au combat. Chose que l'on ne voit pas du tout dans l'animé. Pourquoi ? Parce que dans l'animé, ils ont encore raccourci ça pour des raisons de timing, hein, parce que voilà, c'est toujours la même chose, le timing est prioritaire sur parfois le scénario, et on passe directement du combat à Athée qui lance sa pomme d'or vers les cieux et qui tente de prendre possession du corps de Shoko, qui fatalement ne réussit pas parce que Kyoko s'interpose. Voilà. Dans le manga c'est exactement pareil, hein, c'est le même déroulement, donc il y a aussi cette pomme d'or qui est lancée, avec la mise en place donc de la tentative d'une prise en main du corps de Shoko. Donc jusque là, donc ça c'est cohérent aussi, c'est tout pareil dans le manga. Voilà, ni plus ni moins, l'armure de Kyoko apparaît devant Shoko, c'est pareil dans le manga, et c'est là que dans le manga on retombe donc à ce moment-là sur le flashback avec les deux sœurs face au serpent et à la pomme et à la vieille dame, hein, la sorcière de Blanche-Neige. C'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte, enfin qu'on découvre donc cette explication, et c'est là que on voit que Shoko décide de devenir chevalier, voilà, ni plus ni moins. Voilà, donc j'ai passé en revue un petit peu donc tout l'animé par rapport au manga. Vous voyez qu'au niveau du scénario de l'animé, ça tient quand même à, je veux dire, à du 85%, ça respecte vraiment le manga. Les 15% qui lui font défaut, c'est tout simplement les moments clés du manga qui ne sont pas repris dans l'animé, et ce qui est quand même fort dommageable, hein, parce que beaucoup de gens s'interrogent là-dessus, beaucoup de gens n'ont pas lu le manga, et fatalement quand on n'a pas lu le manga, fatalement on peut se poser énormément de questions, et on peut se dire il y a plein d'incohérences dans l'animé. Donc, en dehors de ça, si on parle un petit peu du côté visuel de la chose, c'est également un animé qui pour moi au niveau d'animation est très très correct, il est très très bien. Je trouve un cran au-dessus de la version Senseiya Omega, je le trouve un cran au-dessus. Au niveau scénario, vous allez voir que c'est très bon, franchement c'est vraiment très bon, et je vous invite toutes et tous justement à attendre la suite des épisodes pour vraiment vous plonger dans
dans cet univers, parce que j'ai aussi lu beaucoup de choses où des gens disaient oui, c'est du Sailor Moon. Non, c'est pas du Sailor Moon. On est vraiment dans un univers Senseiya, à la différence que ici ils ont pris la direction de partir sur un groupe de 5 filles. Donc de prendre un groupe féminin qui au final n'est pas une mauvaise idée en soi et que ça change un petit peu de ce qui existe déjà auparavant. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent le scénario, chacun peut s'y faire son avis. Maintenant, si on regarde de manière objective, on peut pas dire que le Senseiya, avec ses 114 épisodes, plus la partie Hades au niveau scénaristique, soit très étoffé non plus. Quand on analyse vraiment en profondeur, on se rend compte que c'est toujours les mêmes personnages qui ont les mêmes rôles. Seiya qui est toujours le sauveur, avec Shiryu qui se sacrifie tout le temps, on voit Yoga qui a toujours un problème avec sa maman, on voit toujours Shun qui a pas envie de se battre, et on voit toujours Ikki qui arrive comme bad boy. Et quand on regarde les 5 films qui ont été faits, c'est tout pareil, c'est chaque fois la même chose, c'est toujours Seiya qui est au final le héros principal de l'histoire, alors qu'au final on aurait très bien pu pondre un autre rôle pour chaque chevalier. Moi ça m'aurait fait vachement plaisir de voir Shiryu qui sauve Athéna, ou que Shun dégomme Poséidon, ou que sais-je. Voilà, je pense que ça aurait été intéressant. Or ça a toujours été comme ça que ça a été déroulé, et au final beaucoup de gens en sont contents. Et c'est vrai que quand j'ai lu pas mal de critiques sur Senseiya Show, je me suis dit mais au final pas mal de gens oublient un petit peu le scénario profond. Je parle pas des valeurs, je parle vraiment du scénario, du modus operandi des personnages dans le Senseiya de base, au final qui est toujours identique. Voilà, jusque là il n'y a personne qui peut nier que c'est pas identique, c'est identique dans tout, c'est chaque fois pareil. Donc là je pense que le fait de pouvoir partir sur justement un groupe de filles, ça amène un plus au niveau du dessin. Déjà dans le manga, comme vous avez pu le voir dans les visuels, c'est vachement beau, c'est quand même très soigné. C'est équivalent au Senseiya de Lost Canvas, qui pour moi en termes d'animation, donc déjà au niveau bouquin j'en parle pas parce que fatalement le scénario il est monstrueux, mais au niveau de l'animation c'est monstrueux, au niveau de la bande sonore c'est monstrueux. Et si maintenant on veut regarder le côté scénaristique du Senseiya Lost Canvas, quand on a lu tous les livres, c'est le meilleur scénario Senseiya qui puisse exister, c'est le meilleur. Donc voilà, il n'y a pas photo, il est bien plus étoffé, bien plus poussé que le Senseiya d'origine, même si le Senseiya d'origine, j'en suis très fan aussi, j'aime beaucoup ce qui a été fait, mais il faut quand même à un moment donné pouvoir essayer d'avancer un petit peu et se dire, bah oui, au final c'est vrai que quand on y regarde, à l'époque, les scénarios n'étaient pas très foulés là-dessus, et c'est valable pour d'autres mangas, Vous pouvez regarder Hokuto no Ken, ou pour regarder d'autres mangas dans le style de l'époque, les scénarios ils étaient assez simplistes parce qu'il y avait du rendement derrière. C'est ça aussi qu'il faut bien s'imaginer, c'est que tout ce qui est manga, il y a du rendement. Je sais pas si les gens s'imaginent, mais au Japon, la Japanimation, c'est quelque chose qui est très cadré, il doit y avoir du rendement derrière, les gens font pas ça à leur aise, ça sort, et il faut qu'il y ait du rendement, parce que si on n'a pas, c'est mort. D'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle quand vous regardez le Senseiya avec la partie Hades, la partie sanctuaire, au niveau visuel c'est très beau parce que ça a été conçu pour faire un OAV, comme des OAV, ce sont des OAV, mais une fois qu'on arrive sur la partie ça y est, Elysion et Inferno, voilà, je cherchais le mot Inferno. Une fois qu'on arrive sur ces deux parties-là, on voit que visuellement, c'est plus du tout le même. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que les OAV coûtaient énormément cher, que les OAV prenaient énormément de temps à être réalisés, et que du coup, comme le temps c'est de l'argent, ils ont dû restreindre le niveau graphique. C'est pour ça que on peut pas jeter la pierre ou tirer sur l'ambulance trop vite, parce qu'il y a quand même beaucoup d'impératifs qui sont derrière les animés. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Un animé, c'est une vingtaine de minutes, et dans une vingtaine de minutes, on doit raconter quelque chose. Alors, soit on faisait un épisode 1 qui reprenait la moitié du tome 1, et à ce moment-là, on avait toutes des explications cohérentes, et là, tout le monde était content. Ou alors, comme ils ont fait ici, on faisait un tome par un épisode, parce que je pense que c'est ce qui va arriver, ça va être un tome par épisode. Et du coup, c'est très difficile de tout remettre en place. C'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, j'espère que ces petites explications ont pu justement vous éclairer et vous faire comprendre qu'au final, il n'y a pas tellement d'incohérence que ça dans Senseiya Show, que la cohérence que beaucoup de gens pensent au niveau du fait que Saori sait qu'elle est Athéna, elle est dans le bouquin déjà balayée. La cohérence n'existe pas vu qu'elle est expliquée. On explique pourquoi Athéna sait qu'elle est Athéna. Elle explique pourquoi
on explique vraiment pourquoi dans la première part, dans les anciens Senseiya, pourquoi personne ne sait que c'est Athéna. C'est expliqué. Donc en fait, le lien est fait. Tout simplement, le lien est fait. Alors j'ai lu aussi que des gens disaient oui mais c'est pas cohérent, on aurait pu envoyer dans Senseiya, Sentia Show, on aurait pu mettre les chevaliers de bronze. Eh ben non, je dis bien non, parce que tout se déroule en parallèle et que les chevaliers de bronze ont leur mission pendant ce moment-là et que donc du coup les Sentia vont devoir s'atteler à d'autres priorités au niveau scénaristique, au niveau de la protection d'Athéna. Donc vous allez voir, quand vous allez voir les épisodes s'enchaîner au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que tout se tient, tout est parallèle, que tout se déroule en même temps. Vous allez voir qu'il y a des personnages qui vont revenir. On va revoir les chevaliers de bronze, parce que j'ai encore lu des gens qui disaient « Oui, mais on ne voit pas les chevaliers de bronze, c'est n'importe quoi ». Ben si, dans le manga, on revoit les chevaliers de bronze. Vous allez les revoir. On va revoir des chevaliers d'or, on va revoir des personnages qu'on pensait avoir disparu, on va les revoir dedans avec un rôle. Donc, prenez, je dis ça pour tous ceux qui ont un avis vraiment mitigé là-dessus, prenez vraiment le temps, posez-vous, attendez de voir tous les autres épisodes qui vont suivre. Et si jamais les épisodes qui suivent sont malheureusement pas assez complets comme ce premier épisode, eh bien je vous invite fortement à aller lire les mangas, aller dans des magasins comme Cultura, Fnac ou que sais-je, si vous voulez pas acheter les livres, allez là-bas, Furet du Nord, que sais-je, allez là-bas, lisez, allez vous poser une après-midi à lire les livres, les 11 tomes qui sont sortis, et là où vous pourrez vous dire, ah ouais, au final, le scénario, il est cohérent, il suit avec ce qui est existant, et au final, c'est pas mauvais, et on n'est pas sur du Sailor Moon. On n'est vraiment pas du Sailor Moon. Parce que ici, des gens disent, ouais, c'est Sailor Moon, pourtant, j'ai jamais vu personne critiquer le fait qu'il y avait June du Caméléon qui existait, qu'il y avait Marine, qu'il y avait Shaina, il y avait Jade aussi, si je me rappelle bien son nom, hein, Jade, celle qui est sur l'île démoniaque, ou je ne sais plus trop où, là, avec les trois Gugus, là, juste après la partie des Chevaliers Noirs. Il n'y a personne qui s'en est plaint de ça, d'avoir des personnages féminins auparavant. Donc je vois pas trop pourquoi maintenant on dit oui, c'est Sailor Moon. Alors, je sais que certains disent ouais, mais si maintenant on regarde ça maintenant, bah, ça n'intéressera pas les gens, ça n'attirera pas vers l'univers. C'est peut-être possible que ça n'attirerait pas vers l'univers. Maintenant, je suis pas persuadé qu'on montre à Senseiya qui a 30 ans à un jeune de 8-10 ans de maintenant. Je suis pas sûr qu'il va accrocher non plus parce que le dessin est vieux. Parce que ça aussi, beaucoup de gens font des comparaisons entre Senseiya avec ses 114 épisodes de base, plus la partie Hades qui est venue bien plus tard, plus les films, tout le monde compare ça à ce qui a été fait maintenant, avec les Lost Canvas, les Sentia Show, les Omega. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. On compare pas des pommes et des poires. Les pommes, c'est ce qui avait été fait il y a 30 ans, les poires c'est ce qui a été fait par après, on mélange pas les deux, on ne peut pas comparer l'animation de Senseiya et de ses 114 épisodes et de ses 4 films de l'époque, parce que Hades et le dernier film sont beaucoup plus récents, mais si on prend les 4 premiers films plus ces 114 épisodes, ça a quand même déjà 30 ans d'âge quasiment, donc on ne peut pas comparer ça au niveau animation, au niveau bande-son, par rapport à ce qui est fait maintenant, on peut pas, on n'a plus du tout les mêmes techniques, on ne travaille pas du tout de la même manière, le rendement n'est pas pareil, les moyens utilisés ne sont pas pareils, voilà, donc il y a énormément de choses qui changent. Alors c'est vrai que si je devais faire un classement au niveau des Senseiya, pour moi le meilleur de tous, tout confondu, c'est au niveau animé, c'est Lost Canvas. Jusque là il n'y a pas photo. Scénario, même s'il n'y a que 2 saisons, d'ailleurs là aussi, quand je dis qu'il y a que 2 saisons, c'est parce que ça coûtait tellement cher qu'ils ont stoppé, sinon voilà. Il y a 2 saisons, au niveau animation c'est une tuerie, au niveau bande son c'est une tuerie. Ensuite on peut mettre dans la foulée Senseiya Sentia Show dedans, voilà. Et ensuite on peut aller mettre juste après Senseiya Sentia Show la partie Soul of Gold, parce que pour moi le scénario n'est pas trop inintéressant, même s'il n'est pas extraordinaire. Ça permet de revoir les chevaliers d'or, c'est vrai, ça permet de voir des nouveaux chevaliers au niveau d'Asgard, c'est vrai, des nouveaux gris divins. Et après viendrait pour moi en dernier lieu l'Omega. Pourquoi ? Parce que l'Omega, l'animation n'est pas mauvaise, c'est pas la meilleure, elle est au même niveau que le Soul of Gold. Par contre, au niveau scénario, la première saison c'est catastrophique, je trouve, et la deuxième saison est un peu meilleure. Par contre, je n'ai pas du tout dans ce classement le Senseiya de base. Pourquoi ? Parce que ces 114 épisodes de ces 4 films, pour moi, sont hors concours parce qu'ils ont 30 ans d'âge. Et je compare pas des pommes et des poires, voilà, tout simplement. Et pourtant, j'adore ce qui a été fait. Je les ai à la maison en Blu-ray, donc j'adore, je les regarde régulièrement. Mais voilà, je compare pas les deux. Enfin, je compare pas ce qui a été fait maintenant
dans les nouveautés et ce qui a été fait il y a 30 ans. Maintenant, il est clair que oui, Senseiya Sentia Show, ça sort maintenant en animé parce que oui, on sort des Miklos, jusque-là, c'est normal. À l'époque, on faisait pas des Miklos, et encore, quand je dis on n'en faisait pas, c'est même pas vrai parce que les Vintage sont sortis également pendant que l'animé existait. Donc au final, quand on y réfléchit, on faisait déjà du merchandising et personne ne s'en plaignait. Donc maintenant voilà, le business c'est le business. On sortirait un nouveau film au cinéma sur Barbie, que les nouvelles Barbie sortiront. Enfin voilà, c'est tout, point. Donc je veux dire, là-dessus, il n'y a pas lieu d'avoir une discussion non plus, parce que j'ai beaucoup, ouais, mais de toute façon, c'est du business. Bah oui, mais tout est business de toute façon maintenant. Donc on sortirait encore un film avec Bob l'éponge, qu'on sortirait Bob l'éponge en figurine. Donc voilà. Donc là-dessus, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout, hein, donc de cet animé, de ce premier épisode. Alors si je devais me donner mon avis global sur cet épisode, pour moi, je le cote à 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi? Parce qu'il y a 80% du manga qui est dedans, et que au niveau animation c'est joli, c'est beau, au niveau bande son c'est beau. Je pense n'avoir rien oublié au niveau donc, de cet épisode 1 de Senseiya Sentia Show. Voilà. Mon seul bémol là-dedans, mon seul regret, c'est que donc, je vais faire en point positif, point négatif au final, tiens, comme je fais pour mes figurines. Donc point positif pour moi, c'est l'animation est correcte, ça respecte 80% du manga, donc je dis plutôt rapport contrainte, réalisation. Je dis ça comme ça parce que je sais que la réalisation d'épisodes c'est très contraignant, il y a des contraintes qui sont imposées au réalisateur. Par contre, gros bémol pour moi, gros bémol, c'est pas vraiment le fait que certains combats soient écourtés, parce que ça je peux comprendre qu'il faut gagner du temps, mais par contre, gros bémol pour moi, c'est les deux explications principales qu'il y a dans le manga. C'est pourquoi les Sentia ne portent pas de masque et pourquoi Athéna sait d'entrée de jeu qu'elle est Athéna. Pourquoi? Parce que dans le bouquin, je le dis, je l'ai expliqué, tout est expliqué, dans l'anime ça n'est pas, et je trouve que ça c'est le gros bémol, et c'est ce qui peut-être va faire que certaines personnes vont décrocher et ne pas aller voir justement la suite de ces épisodes, parce qu'ils vont se dire que c'est incohérent, que ça n'a ni queue ni tête. Or le manga, il est bien ficelé, c'est tout se tient, donc voilà. J'espère les amis que cette vidéo vous aura été profitable, que j'ai pu éclaircir les parts d'ombre que vous aurez pu voir au travers du visionnage de ce premier épisode, que j'ai pu apporter les explications nécessaires quant aux incohérences pensées par certains. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review de figurines ou pour la prochaine vidéo comparative manga animé de l'épisode 2 dès qu'il sera sorti. D'ici là, portez-vous bien, enflammez votre cosmos, soyez ouverts à ce qui se fait au niveau Senseiya, je pense que c'est super important. Ne restons pas calfeutrés, cloisonnés dans ce qui a été fait il y a 30 ans. Ce qui a été fait il y a 30 ans est génial, ça c'est clair, c'est indéniable, mais il faut aussi pouvoir apprécier ce qui est fait de nouveau, avec les bons côtés, les mauvais côtés, et quand c'est mauvais, quand c'est bon, et pour ma part, je trouve que ce Senseiya Sentia Show, pour l'instant, est très prometteur au niveau de ces épisodes animés. Là-dessus les amis, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.